Donc, de retour, nous allons maintenant explorer l'attaque par usurpation d'adresse MAC et l'attaque par inondation d'adresse MAC. Donc, les deux types d'attaques, que ce soit usurpation d'adresse MAC ou inondation d'adresse MAC, ces deux types d'attaques donnent la possibilité aux pirates de créer ce qu'on appelle un déni de service ou bien de se positionner au beau milieu de la communication. Donc, cela leur donne le privilège de pouvoir gagner accès à des ressources critiques de l'entreprise et ou également endommager les systèmes de communication des organisations ou bien les systèmes de communication des utilisateurs. Donc, sans plus tarder, nous allons s'y mettre à décrire le processus à décrire comment les pirates peuvent lancer ces différentes attaques. Parce qu'il y a des vulnérabilités. Toujours, les vulnérabilités au niveau du processus ARP peut permettre aux utilisateurs, aux pirates du moins, de pouvoir lancer ces différentes attaques. Donc, euh, donc de là, nous allons toujours utiliser cette architecture où nous allons maintenant considérer le scénario suivant. Nous allons d'abord explorer l'attaque par usurpation, usurpation d'adresse MAC, ce qu'on appelle MAC spoofing attaque. MAC spoofing, comment ça se passe? Imaginez toujours le processus de Gratuitous App dont je vous avais dit. Le Gratuitous App, on avait dit que c'est utilisé pour pouvoir détecter si une adresse IP est dupliquée dans le réseau local. Donc, j'avais parlé du PC5 ici qui était le pirate. Donc, le pirate est là, le hacker. Donc, le pirate est là. Qu'est-ce que le pirate il fait? Il connaît l'adresse IP de ce réseau. Il sait que le réseau, c'est dans le LAN 168.1.0/4. Donc, automatiquement, il va commencer par lancer des demandes d'ARP gratuiteuses pour demander qui est 1.1, qui est 1.2, qui est 1.3. Donc, du coup, il va demander qui est 1.10. On sait très bien que le PCA est 1.10 après l'explication précédente. Donc, le PCA est 1.10. Donc, automatiquement, le PC5 qui est le pirate, lorsqu'il va demander qui est 1.10, donc le PCA va recevoir le message gratuitos ARP et va répondre pour dire que je suis 1.10 et ma MAC adresse est quoi? Est 1.1.1.1.1. Donc, automatiquement, cela va donner l'opportunité au pirate de pouvoir mettre la main sur non seulement l'adresse IP du PCA et aussi sa MAC adresse. Donc, automatiquement, que la MAC adresse est connue, donc cela va faire quoi? Ça va amener le port, le PC, ça va amener le PC5 à faire quoi? À lancer, à créer une attaque qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu. D'accord? L'attaque de l'homme du milieu ou bien l'attaque de vol de port. Où il peut rediriger la communication qui est destinée pour le port F0, il va rediriger ça vers son port ici, et le port F3. Parce que quoi? Parce qu'il a mis la il a mis la main sur la MAC adresse de 1.10. Donc, l'attaque de l'homme du milieu aussi également, dans le sens où, parce qu'il a mis la MAC adresse sur, il a mis la main sur la MAC adresse du PCA, qui est l'adresse IP 1.10, donc automatiquement, tout message qui est destiné au PCA viendra d'abord chez lui, avant que lui maintenant ne redirige ça vers le PCA, proprement dit, comme cela se doit. Donc, voilà comment l'attaque par usurpation de MAC adresse peut également utilisé par les pirates pour pouvoir s'infiltrer dans nos réseaux et aussi attaquer nos utilisateurs. Cela aussi, il peut aller loin jusqu'au point, le PC5 peut aller loin jusqu'au point où il peut prendre l'adresse MAC du PC A, il va attribuer ça lui à son propre PC et il va utiliser ça pour commettre des crimes ou bien pour commettre des actions illégales dans quoi? Dans le réseau, de manière à ce que quand l'audit de sécurité se fera, donc l'audit va rediriger la trace vers le PCA, soit disant que c'est l'utilisateur du PCA qui a commis ces attaques, alors que c'est pas lui, mais sa MAC adresse a été usurpée. Donc, raison pour laquelle nous devons faire quoi? Nous devons protéger les ports des switches. Maintenant, après ça, il y a également l'attaque par inondation d'adresse MAC. Dans l'attaque par inondation d'adresse MAC, le MAC flooding.
Mark Flooding attack, c'est une attaque qui est purement utilisée pour créer ce qu'on appelle des dénis de service. Les dénis de service. Ce que vous connaissez comme le DOS. Dans la plupart des temps, le Mark Flooding attack est utilisé pour créer des dénis de service. Bon, d'accord. Maintenant, ce déni de service ici, la plupart des temps, c'est le service DHCP qui est constaté très souvent, le service DHCP, le service TCP ou bien le service UDP. Donc, le service DHCP, imaginez par exemple au niveau du port, imaginez que vous avez peut-être au niveau du port F3, vous avez un serveur DHCP qui est là. Et le serveur là, il distribue l'adresse IP dans le rang 192.168.1.0/24. Maintenant, ici, vous avez le port F4 et c'est le pirate qui est là, c'est le hacker qui est là. Maintenant là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez un instant, ce qui va se passer, c'est très simple. Le hacker va chercher à faire quoi? Pour pouvoir s'infiltrer dans ton réseau par inondation d'adresse MAC. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à dégager le serveur qui sert les utilisateurs. Il va chercher à dégager ça de ce réseau et ça va lui donner l'opportunité à lui de se présenter dans le réseau comme le serveur DHCP pour les utilisateurs des PC A, B et C. On est d'accord. Donc, comment cela va se passer? On sait très bien que les serveurs DHCP délivrent des adresses IP en se basant sur quoi? En se basant sur la MAC adresse. Donc, lorsque un PC sollicite une adresse IP, donc il ira à la découverte de quoi? IP. Lorsque le serveur DHCP sera découvert par ce PC, donc le PC va faire quoi? Il va maintenant envoyer une requête pour demander l'adresse IP. Maintenant, lorsque le serveur DHCP va recevoir cette demande, donc il va voir dans sa plage d'adresse IP disponible, quelle est l'adresse IP disponible immédiatement. Donc, il va prendre l'adresse IP disponible immédiatement, il va envoyer ça au PC comme une offre. Maintenant, lorsque le PC va recevoir ça comme une offre, le PC va regarder l'adresse IP, il va maintenant dire, OK, est-ce que je peux commencer par utiliser? J'aimerais commencer par utiliser cette adresse, ce qui va amener le serveur DHCP à dire que quoi? À maintenant rendre cette adresse indisponible dans la plage. Il va maintenant faire sortir l'adresse IP là, de cette plage et va mettre ça dans quoi? Dans sa base de données qu'on appelle le binding table. C'est une base de données où le serveur DHCP maintient la liste de toutes les adresses IP qu'il a attribuées à l'utilisateur. Et cette liste, c'est une combinaison d'adresses IP et de MAC adresse. C'est un peu comme le app cache. D'accord. Donc, du coup, le serveur DHCP va dire que, OK, cette adresse IP, j'ai donné ça à un qui est la MAC adresse du PCA. Donc, vu que ce processus, donc il y a sur le PC, le PC du hacker, le pirate, le PC 5, qui est le PC du pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ce qu'on appelle les demandes. D'accord, les demandes d'adresse, il va envoyer ça à ce serveur, mais il va envoyer ça de telle manière que la source MAC adresse de chaque demande là sera différente. Il va envoyer plusieurs demandes, beaucoup de demandes avec des différentes MAC adresses. Il va envoyer ça au serveur DHCP. Cela va amener le serveur DHCP à attribuer une nouvelle adresse IP à chaque requête, vu que la MAC adresse de ces requêtes-là, c'est différentes MAC adresses. Donc, du coup, le serveur DHCP va attribuer différentes adresses IP à chaque demande d'adresse. Donc, à un moment donné, ce sera que le serveur DHCP n'aura plus d'adresse IP disponible dans sa plage. Il va donner tout ce qu'il y a comme adresse IP disponible, parce que chaque fois, le pirate ne va pas cesser d'envoyer des demandes d'adresse IP avec différentes marques adresses. Donc, et chaque fois que le serveur va recevoir la demande, il va constater qu'il y a toujours d'adresse. Donc, il va donner toute l'adresse, il va donner d'adresse jusqu'au point où il n'y aura plus d'adresse encore à donner. Et lorsque le serveur DHCP n'aura plus d'adresse IP à fournir à ce réseau local, donc automatiquement, on a dit que quoi? Le serveur DHCP a été interrompu, a été fait quoi? A été bloqué pour servir les utilisateurs de ces réseaux. Donc, cela crée ce qu'on appelle un déni de service DHCP pour les utilisateurs de ce réseau. Et cela va donner l'opportunité aux pirates maintenant de se positionner dans le réseau comme quoi? Comme le serveur DHCP. Donc, chaque demande, lorsqu'il y aura une nouvelle demande d'adresse IP venant du PCC par exemple, donc la demande ira vers le pirate. Et le pirate a la possibilité de faire quoi? De donner l'adresse IP. Et lorsqu'il donne l'adresse IP à ce PC, qu'est-ce qui se passe? Le PC automatiquement
Non seulement va recevoir l'adresse IP que le pirate lui a donnée, mais également aussi, il va enregistrer l'adresse IP du pirate comme quoi? Comme la passerelle. Donc, il va dire que quoi? Euh, il dira que le PC, si l'adresse IP de la passerelle c'est 10 points peut-être 50, donc il dira que, ok, ma passerelle qui est la default gateway est 10.50. Donc, désormais, automatiquement, non seulement que le pirate a utilisé un seul caillou pour tuer deux oiseaux. Non seulement que le pirate a fait quoi? A créé l'attaque par déni de service DHCP, mais également aussi, il a créé également l'attaque de l'homme du milieu. Donc, vu que le PCC va utiliser son adresse IP en tant que quoi? En tant que la passerelle par défaut. Donc, cela veut dire que quoi? Lorsque le PCC va vouloir communiquer en dehors de ce réseau, il va faire passer comment on appelle, le message par le pirate avant que le pirate maintenant ne redirige ça vers quoi? Vers la passerelle proprement dit qui sera le routeur qui est quelque part ici. Donc, vous voyez avec moi, vous voyez maintenant que quoi? Que il y a tellement de vulnérabilités dans le processus de communication au niveau 2 que les pirates peuvent vraiment exploiter pour pouvoir attaquer les réseaux. Donc, nous sommes appelés en tant que responsables de système et de sécurité d'information à faire quoi? À à ne pas ignorer les ports des switches, à considérer ces vulnérabilités et à prendre des mesures proactives et non des mesures réactives, à prendre des mesures proactives pour pouvoir mitiguer, atténuer, voire empêcher ces attaques d'avoir lieu. Donc, voilà ce que nous allons aborder dans cet épisode. Donc, nous avons découvert ensemble maintenant les différentes attaques que les pirates peuvent mener contre le réseau de couche 2, contre le réseau de couche 2, précisément contre les ports de switch, et comment est-ce qu'ils peuvent exploiter les vulnérabilités qui se présentent dans le processus de communication entre les utilisateurs connectés au port des switches. Donc, dans l'épisode dans les épisodes à venir, nous allons maintenant commencer par aborder les méthodes, les contre-mesures, les techniques de sécurité et de protection qui peuvent nous permettre de lutter contre ces différentes attaques. Donc, merci, je vous retrouve dans la prochaine épisode. À bientôt.